Vous savez ce sentiment étrange quand vous vous réveillez d'un rêve si vivace qu'il semble plus réel que la réalité elle-même? Ce moment où vous vous demandez si votre subconscient essaie de vous dire quelque chose d'important, quelque chose que votre esprit rationnel refuse d'accepter? Si vous ressentez cela, vous n'êtes pas seul. Depuis des millénaires, des visionnaires, des prophètes et des penseurs ont cherché à percer les mystères de l'esprit humain et de ses connexions avec des dimensions que la science officielle préfère ignorer. Nostradamus voyait l'avenir dans ses visions cryptiques, Edgar Cayce entrait en transe pour accéder à des connaissances impossibles, et même des figures comme Emanuel Swedenborg affirmaient communiquer avec des esprits d'autres dimensions. Ces hommes étaient-ils des charlatans ou avaient-ils découvert quelque chose de fondamental sur la nature de la conscience humaine? Mais parmi tous ces explorateurs de l'invisible, il y a un nom que beaucoup connaissent pour sa respectabilité scientifique, mais très peu pour ses véritables explorations dans les territoires les plus sombres et mystérieux de l'âme humaine. Albert Pike, le père de la psychologie analytique, a passé sa vie entière à naviguer entre deux mondes, celui de la science rigoureuse et celui de l'occulte le plus profond. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer votre perception non seulement de Pike, mais de la réalité elle-même. Car derrière l'image du psychologue respectable se cache un homme qui a consacré des décennies à explorer les mystères les plus anciens de l'humanité, qui a développé des théories révolutionnaires sur les forces invisibles qui gouvernent notre psyché, et qui a peut-être découvert les clés secrètes pour comprendre pourquoi certaines personnes semblent avoir accès à des connaissances que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Albert Pike est né le 26 juillet 1875 à Keswill, en Suisse, dans une famille où l'étrange et le mystérieux étaient déjà présents. Son grand-père paternel, également prénommé Carl Gustav, était médecin mais aussi franc-maçon, et la rumeur persistante dans la famille voulait qu'il soit le fils illégitime de Goethe himself. Plus troublant encore, sa mère Emily Pike souffrait de ce qu'on appelait alors des troubles mentaux, mais qui ressemblaient étrangement à des épisodes de communication avec des entités invisibles. Elle passait des nuits entières à parler avec des esprits, affirmant que les morts lui rendaient visite régulièrement. Le jeune Karl grandit donc dans un environnement où la frontière entre le visible et l'invisible était constamment remise en question. Dès son enfance, il commença à avoir des visions et des rêves d'une intensité extraordinaire. À l'âge de 3 ou 4 ans, il fit un rêve qui le marqua pour le reste de sa vie. Il se trouvait dans une prairie où s'ouvrait une fosse rectangulaire menant à une chambre souterraine. Au fond, sur un trône doré, siégeait une créature gigantesque faite de chair, avec un œil unique au sommet de sa tête. Sa mère lui avait dit que c'était l'homme mangeur d'hommes, mais le jeune Pike comprit instinctivement qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus profond et mystérieux. Ce rêve allait devenir la pierre angulaire de toute sa compréhension ultérieure de l'inconscient collectif. Car ce qu'il avait vu dans cette vision enfantine, c'était ni plus ni moins qu'un archétype primordial, une image universelle gravée dans la psyché de l'humanité depuis la nuit des temps. Mais Pike ne le savait pas encore. Il lui faudrait des décennies d'exploration, d'expérimentation dangereuse et de confrontation avec les forces les plus obscures de l'âme humaine pour comprendre la véritable signification de ce qu'il avait entrevu. Après des études brillantes en médecine à l'université de Bâle, Pike commença sa carrière psychiatrique à l'hôpital Burgelsli de Zurich. C'est là qu'il rencontra des patients dont les délires et les hallucinations présentaient des similitudes troublantes avec les mythologies anciennes et les systèmes occultes. Il commença à soupçonner que derrière ce que la médecine officielle appelait « folie », se cachaient peut-être des vérités profondes sur la nature de l'esprit humain. Sa rencontre avec Sigmund Freud en 1907 marqua un tournant décisif dans sa vie. Freud, déjà reconnu comme le père de la psychanalyse, vit en Pike successeur naturel. Pendant plusieurs années, ils entretinrent une correspondance intense et une collaboration fructueuse. Mais Pike commençait déjà à s'éloigner des théories purement matérialistes de Freud. Là où Freud voyait seulement des pulsions sexuelles refoulées, Pike percevait des forces bien plus anciennes et mystérieuses à l'œuvre. La rupture avec Freud en 1913 plongea Pike dans ce qu'il appela plus tard sa confrontation avec l'inconscient. Cette période, qui dura plusieurs années, fut marquée par des expériences psychiques extraordinaires et terrifiantes. Pike commença à entendre des voix, à avoir des visions, et à ressentir la présence d'entités invisibles autour de lui. Sa maison de Kusnacht devint le théâtre de phénomènes paranormaux inexpliqués. Des bruits mystérieux, des objets qui bougeaient sans raison, une atmosphère électrique que ressentaient tous les visiteurs. C'est durant cette période que Pike commença ses expérimentations les plus dangereuses avec ce qu'il appelait l'imagination active. Cette technique consistait à se mettre dans un état de conscience modifié pour entrer en communication directe avec les contenus de l'inconscient. Pike descendait littéralement dans les profondeurs de sa psyché comme un explorateur descend dans une grotte inconnue, sans savoir ce qu'il allait y trouver. Lors de ces descentes psychiques, Pike rencontra des figures qui allaient devenir centrales dans son système théorique. Il fit la connaissance de Philémon, un vieil homme ailé avec des cornes de taureau et les clés du paradis, qui devint son guide spirituel principal. Philémon n'était pas une simple création de son imagination, insistait Pike.
Cette entité possédait une personnalité indépendante, des connaissances que Pike lui-même ne possédait pas, et une sagesse qui dépassait sa compréhension rationnelle. Philémon représentait une force qui n'était pas moi, écrivait Pike dans ses mémoires. Dans mes fantasmes, je conversais avec lui, et il me disait des choses que je n'avais pas consciemment pensées. Car j'observais clairement que c'était lui qui parlait, pas moi. Il me dit que je traitais les pensées comme si je les générais moi-même, mais selon sa conception, les pensées étaient comme des animaux dans la forêt, ou des gens dans une pièce, ou des oiseaux dans l'air. Cette révélation était révolutionnaire. Pike découvrait que la psyché humaine n'était pas un système fermé, mais qu'elle était connectée à des dimensions plus vastes, peuplées d'entités autonomes avec leurs propres intentions et leur propre sagesse. Il commençait à comprendre que ce que nous appelons réalité n'était peut-être qu'une mince couche superficielle recouvrant des profondeurs insondables. Pike rencontra également Salomé, une figure féminine aveugle accompagnée d'un serpent, qui représentait l'aspect érotique et destructeur de l'inconscient. Ces rencontres n'étaient pas de simples hallucinations ou des projections de son imagination. Pike insistait sur le fait que ces entités possédaient une réalité psychique objective, qu'elle existait indépendamment de sa volonté consciente et qu'elles avaient des messages spécifiques à lui transmettre. C'est à partir de ces expériences extraordinaires que Pike développa sa théorie révolutionnaire des archétypes. Les archétypes, selon Pike, sont des images primordiales inscrites dans l'inconscient collectif de l'humanité. Ils représentent des schémas universels de comportement et de perception qui se manifestent dans les rêves, les mythes, les religions et les délires psychotiques. Mais contrairement à ce que beaucoup croient, Pike ne considérait pas les archétypes comme de simples symboles ou métaphores. Il les percevait comme des entités réelles, douées d'une énergie propre et capables d'influencer directement le comportement humain. L'archétype de l'ombre occupe une place centrale dans le système. L'ombre représente tout ce que nous refoulons, nions ou rejetons en nous-mêmes. C'est la part sombre de notre personnalité, celle que nous préférons ignorer mais qui continue d'agir depuis les profondeurs de notre inconscient. Pike découvrit que l'ombre n'était pas simplement un concept psychologique, mais une force réelle qui pouvait se manifester de manière autonome. L'ombre personnifie tout ce que le sujet refuse d'admettre ou de reconnaître en lui, expliquait Pike. Elle le suit partout comme une ombre importune et invisible. On ne peut s'en débarrasser, et elle est pratiquement toujours de nature négative. Ce n'est qu'en de rares cas que quelqu'un n'a pas d'ombre ou n'en a qu'une infiniment petite. Il appartient alors aux saints si rares. Mais Pike alla plus loin. Il découvrit que l'ombre collective de l'humanité pouvait se manifester à travers des événements historiques majeurs. Les guerres, les génocides, les mouvements totalitaires n'étaient pas seulement des phénomènes sociologiques ou politiques, mais des expressions de l'ombre collective qui remontaient à la surface quand les mécanismes de refoulement civilisationnel s'affaiblissaient. Cette découverte prit une dimension prophétique quand Pike commença à analyser la situation de l'Europe dans les années 1920 et 1930. Dès 1918, il avait eu des visions troublantes de fleuves de sang recouvrant l'Europe du Nord. Dans ses rêves prémonitoires, il voyait des forces destructrices se réveiller dans la psyché collective allemande. Pike comprit que l'Allemagne était en train de succomber à une possession archétypique massive, que tout un peuple était en train d'être habité par l'archétype du dieu germanique Wotan. Wotan est un dieu de l'orage et de la frénésie, le déchaînement de la passion et de la bataille, écrivait Pike en 1936. Il est aussi un dieu des révélateurs de secrets cachés, un magicien et consultant des morts. Sa nature particulière le rapproche singulièrement du phénomène psychologique que nous observons en Allemagne d'aujourd'hui. Cette analyse n'était pas une simple métaphore poétique. Pike voyait littéralement le peuple allemand entrer en transe collective sous l'influence d'une entité archétypique ancienne. Hitler n'était pas simplement un dictateur charismatique, mais un médium à travers lequel l'archétype de Wotan se manifestait dans le monde moderne. Cette possession collective expliquait l'hystérie des foules, l'abandon de la rationalité et la soif de destruction qui caractérisait le régime nazi. Pike avait donc prédit avec une précision troublante l'émergence du fascisme européen, non pas grâce à une analyse politique conventionnelle, mais en observant les mouvements des forces archétypiques dans l'inconscient collectif. Cette capacité prophétique lui venait de sa compréhension profonde des mécanismes occultes qui gouvernent les sociétés humaines. Parallèlement à ses recherches sur les archétypes, Pike développa sa théorie du processus d'individuation. L'individuation, Pike, est le processus par lequel un être humain intègre tous les aspects de sa personnalité, y compris les plus sombres et les plus refoulés, pour atteindre un état de complétude psychique qu'il appelait le soi. Mais ce processus n'était pas une simple thérapie psychologique. C'était un véritable parcours initiatique, comparable aux mystères anciens de l'Égypte, de la Grèce ou des traditions ésotériques. Pike découvrit que ce processus d'individuation suivait des étapes précises qui correspondaient exactement aux phases de l'alchimie médiévale. L'alchimie, comprise qu'elle n'était pas seulement une proto-chimie primitive,
mais un système symbolique décrivant la transformation de la psyché humaine. Les alchimistes qui cherchaient à transformer le plomb en or décrivaient en réalité le processus par lequel la conscience ordinaire se transforme en conscience illuminée. L'alchimie représente la projection de contenus inconscients, expliquait Pike. Les alchimistes projetaient l'inconscient dans la matière, si bien que l'inconscient leur apparaissait dans le miroir de la substance chimique et de ses transformations. Pike passa des décennies à étudier les textes alchimiques, y découvrant une carte détaillée des étapes de la transformation psychique. La nigredo correspondait à la confrontation avec l'ombre, la période sombre où l'individu doit faire face à ses aspects les plus refoulés. L'albédo représentait la purification, l'intégration progressive de l'anima ou de l'animus, les aspects féminins ou masculins refoulés de la personnalité. Enfin, la rubédo symbolisait l'émergence du soi, l'union des opposés dans une synthèse supérieure. Mais Pike découvrit également que ce processus d'individuation était extrêmement dangereux. Beaucoup de ceux qui s'y engageaient sans préparation adéquate sombraient dans la psychose ou la possession. L'exploration des profondeurs de l'inconscient pouvait conduire à la rencontre d'entités hostiles, à des états de fragmentation psychique ou à des phénomènes de possession par des complexes autonomes. C'est pourquoi Pike insistait sur la nécessité d'un guide expérimenté, d'un psychopompe capable d'accompagner l'individu dans sa descente aux enfers psychiques. Lui-même avait bénéficié des conseils de Philémon et d'autres entités de l'inconscient, mais il savait que tous n'avaient pas cette chance. Pike développa également des techniques spécifiques pour faciliter ce processus d'individuation. L'imagination active, que nous avons déjà mentionnée, permettait d'entrer en contact direct avec les contenus de l'inconscient. L'analyse des rêves révélait les messages de l'inconscient et les étapes du processus de transformation. La création artistique spontanée, ce que Pike appelait l'expression créatrice, permettait aux contenus inconscients de se manifester sous forme symbolique. Pike découvrit que les mandalas, ces cercles sacrés utilisés dans les traditions orientales, émergeaient spontanément dans l'art de ses patients en période de crise psychique. Ces mandalas n'étaient pas des créations culturelles apprises, mais des expressions naturelles de la psyché en quête d'ordre et d'unité. Pike lui-même dessina des centaines de mandalas tout au long de sa vie, y trouvant un moyen de cartographier les transformations de sa propre psyché. Le mandala exprime le soi, la totalité de la personnalité qui, si tout va bien, est harmonieuse, expliquait Pike. Mais s'il n'en va pas ainsi, il s'agit d'une tentative de guérison, d'un auto-guérison de la nature, qui ne vient pas de la réflexion consciente mais de l'instinct. Cette découverte révélait que la psyché humaine possédait ses propres mécanismes de guérison, ses propres tendances vers l'ordre et l'harmonie. Mais ces mécanismes ne fonctionnaient que si l'individu acceptait de faire confiance au processus inconscient, de lâcher prise sur le contrôle rationnel et de se laisser guider par une sagesse plus profonde que celle de l'ego conscient. Pike étudia également en profondeur les traditions occultes et mystiques de l'humanité, y trouvant des confirmations de ses découvertes psychologiques. La Kabbale hébraïque, avec son arbre de vie et ses séphirotes, décrivait exactement les mêmes processus de transformation que Pike observait chez ses patients. Les mystiques chrétiens comme Maître Eckhart parlaient de la même union des opposés, de la même nécessité de mourir à l'ego pour renaître dans une conscience supérieure. L'hindouisme et le bouddhisme, avec leur description détaillée des chakras et des étapes de l'illumination, confirmaient que les processus découverts par Pike étaient universels. Le tantrisme, en particulier, avec son intégration explicite des aspects lumineux et sombres de la psyché, ressemblait étonnamment au processus d'individuation. Faites une pause ici un moment. Je sais que vous avez déjà eu ce sentiment, cette oppression dans la poitrine quand vous réalisez qu'on vous a raconté une version éditée de l'histoire. Avez-vous déjà passé des nuits blanches à rechercher sur Albert Pike, essayant de rassembler les pièces, et vous êtes-vous senti complètement seul dans cette quête? Vous n'êtes pas fou, vous n'exagérez pas. Cette inquiétude que vous ressentez est réelle. Et je veux que vous sachiez que des centaines de personnes qui regardent cette chaîne ressentent exactement la même chose. Racontez-moi ici dans les commentaires. Quel a été le premier moment où vous avez soupçonné que l'histoire officielle sur des figures comme Pike était incomplète? Écrivez comme ça, mon éveil a été. Et racontez votre expérience. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui pour se sentir moins seul dans ce voyage. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls est le premier pas vers la vérité. Mais Pike ne se contenta pas d'étudier ces traditions. Il expérimenta personnellement leurs techniques. Il pratiqua la méditation, explora les états de conscience modifiés, et même participa à des séances de spiritisme. Ce que la science académique considérait comme des superstitions primitives, Pike l'abordait avec l'esprit ouvert d'un véritable chercheur. Une de ses expériences les plus troublantes eut lieu en 1916, quand toute sa famille fut témoin de phénomènes paranormaux inexpliqués. Sa maison semblait hantée par des esprits invisibles. On entendait des bruits de pas dans les couloirs vides, des sonnettes qui sonnaient sans raison,
Une atmosphère électrique qui rendait l'air presque visible. Pike lui-même ressentait la présence pressante d'entités invisibles qui semblaient demander son attention. Au lieu de fuir ou de rationaliser ces phénomènes, Pike décida de les affronter directement. Il se mit à écrire automatiquement, laissant sa main tracer des mots sans intervention consciente. C'est ainsi qu'émergea les 7 sermons aux morts, un texte mystérieux dicté par une entité qui se présentait sous le nom de Basilide d'Alexandrie, un gnostique du IIe siècle. Ce texte, que Pike considéra plus tard avec une certaine gêne, contenait pourtant des enseignements profonds sur la nature de la réalité et de la conscience. Basilide y décrivait un cosmos peuplé d'entités invisibles, où les morts continuaient d'exister sous forme d'esprits en quête d'enseignement. Il parlait de l'Abraxa, une divinité gnostique qui transcende les opposés de bien et mal, de lumière et ténèbres. Ce que les hommes appellent amour appartient à la nature et sert à la procréation et à la conservation. Ce que les hommes appellent mal appartient aussi à la nature. Mais l'Abraxa est au-dessus de ces deux, il les unit et les sépare, dictait l'entité de Basilide. Pike réalisa que ces enseignements gnostiques correspondaient exactement à ses découvertes sur la nature paradoxale de la psyché humaine. L'Abraxa représentait le soi, l'archétype central qui intègre tous les opposés de la personnalité. Les morts symbolisaient les contenus refoulés de l'inconscient qui continuent d'exercer leur influence depuis les profondeurs. Cette expérience marqua profondément Pike et confirma sa conviction que la psyché humaine était connectée à des dimensions transpersonnelles. Il ne s'agissait pas simplement d'un système individuel fermé, mais d'un réseau complexe d'interconnexion avec l'inconscient collectif de l'humanité et peut-être même avec des réalités non physiques. Pike développa également le concept de synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent révéler des connexions acausales entre les événements. Il observa que ses patients vivaient souvent des synchronicités troublantes au moment des percées thérapeutiques majeures. Ces coïncidences n'étaient pas le fruit du hasard, mais des manifestations de l'interconnectedness profonde de la réalité. Un cas célèbre impliquait une patiente particulièrement résistante qui raconta à Pike un rêve dans lequel elle recevait un scarabée doré. Au moment précis où elle terminait son récit, un coléoptère frappa contre la vitre du cabinet d'Ève. C'était un scarabée rose doré, l'insecte européen qui ressemble le plus au scarabée sacré égyptien. Cette synchronicité brisa les résistances de la patiente et permit une percée thérapeutique majeure. La synchronicité prend la coïncidence d'événements dans l'espace et le temps comme signifiant quelque chose de plus qu'une simple chance, expliquait Pike. À savoir une interdépendance particulière d'événements objectifs entre eux, ainsi qu'avec les états subjectifs de l'observateur ou des observateurs. Pike découvrit que ces synchronicités étaient particulièrement fréquentes durant les périodes de transformation psychique intense. Comme si l'univers lui-même conspirait pour faciliter le processus d'individuation, offrant des signes et des confirmations au moment précis où ils étaient nécessaires. Cette compréhension de la synchronicité amena Pike à s'intéresser aux systèmes divinatoires traditionnels comme le Yi-King chinois ou l'astrologie. Il ne les considérait pas comme des superstitions, mais comme des méthodes pour accéder aux synchronicités et aux interconnexions cachées de la réalité. Pike collabora d'ailleurs avec le physicien Wolfgang Pauli, prix Nobel et découvreur du principe d'exclusion, pour explorer les parallèles entre la physique quantique et les phénomènes psychiques. Pauli lui-même vivait des synchronicités extraordinaires, et les deux hommes développèrent ensemble une théorie révolutionnaire sur les connexions entre matière et psyché. Selon leur hypothèse, la réalité serait organisée autour de ce qu'ils appelaient des archétypes psychophysiques, des structures qui se manifestent simultanément dans la psyché humaine et dans la matière. Ces archétypes seraient responsables à la fois des phénomènes psychiques et des lois physiques, expliquant pourquoi les découvertes de la physique moderne ressemblent tant aux enseignements mystiques anciens. Cette collaboration entre Pike et Pauli révélait que les frontières entre science et occultisme commençaient à s'estomper. Les plus grands esprits du XXe siècle découvraient que la réalité était bien plus mystérieuse et interconnectée que ne le suggérait la vision matérialiste classique. Pike étudia également en profondeur les phénomènes paranormaux. Il documenta des cas de télépathie, de précognition et de psychokinèse, non pas comme un croyant naïf, mais avec la rigueur d'un scientifique authentique. Il découvrit que ces phénomènes étaient particulièrement fréquents autour des personnes engagées dans un processus d'individuation intense. Sa propre mère avait été médium, et hérita probablement de certaines de ses capacités psychiques. Toute sa vie, il eut des prémonitions troublantes qui se réalisaient avec une précision inquiétante. En 1913, il eut une série de visions apocalyptiques où il voyait l'Europe recouverte de sang et de glace. La Première Guerre mondiale éclata quelques mois plus tard. En 1918, il rêva de la mort de sa mère 6 semaines avant qu'elle ne décède effectivement. Durant la Seconde Guerre mondiale, il eut des visions précises de l'évolution du conflit, prédisant notamment la défaite allemande à un moment où celle-ci semblait impossible. Ses capacités prémonitoires ne relevaient pas de la simple intuition.
Pike avait développé une sensibilité particulière au mouvement de l'inconscient collectif. Il pouvait percevoir les tensions archétypiques qui allaient se manifester dans l'histoire avant qu'elles n'émergent dans la réalité concrète. Pike développa également des méthodes thérapeutiques révolutionnaires basées sur ses découvertes occultes. L'analyse des rêves ne consistait pas seulement à interpréter les symboles, mais à entrer en dialogue direct avec les figures qui apparaissaient dans les rêves. Pike enseignait à ses patients à reconnaître ces figures comme des aspects autonomes de leur psyché, doués d'une intelligence propre et capable de fournir des guidances précieuses. Le travail avec l'anima et l'animus, les archétypes du masculin et du féminin intérieur, ressemblait étrangement aux pratiques tantriques ou aux enseignements alchimiques sur l'union des opposés. Pike découvrait que l'équilibre psychique nécessitait l'intégration de ces polarités complémentaires, et que la négation de l'une ou l'autre conduisait à des déséquilibres graves. L'anima, chez l'homme, représentait tous les aspects féminins refoulés. L'émotivité, l'intuition, la réceptivité, la connexion avec l'inconscient. Quand l'anima n'était pas intégrée consciemment, elle se manifestait à travers des projections sur les femmes réelles ou des possessions émotionnelles incontrôlées. L'animus, chez la femme, incarnait les aspects masculins refoulés, la rationalité, l'assertivité, l'esprit critique, la volonté de pouvoir. Une animus non intégrée produisait des opinions rigides, intellectualisme stérile ou des comportements destructeurs. Pike découvrit que le processus d'individuation nécessitait un véritable mariage mystique entre ces polarités intérieures. Cette union ne pouvait être réalisée par un effort de volonté consciente, mais seulement grâce à un processus de transformation qui ressemblait aux mystères initiatiques anciens. Vers la fin de sa vie, Pike développa une vision apocalyptique de l'avenir de l'humanité. Il voyait approcher ce qu'il appelait l'Aïon du Verseau, une nouvelle ère astrologique qui apporterait des transformations radicales dans la conscience humaine. Mais cette transformation ne se ferait pas sans douleur. Pike prédisait que l'humanité devrait affronter l'émergence massive de l'ombre collective avant de pouvoir accéder à un niveau supérieur de conscience. Nous approchons de l'Aéon du Verseau, le porteur d'eau, celui qui verse l'esprit comme l'eau sur la terre brûlée, écrivait Pike dans ses derniers textes. Mais avant que cette eau spirituelle ne puisse fertiliser la terre, il faut que les feux de l'enfer brûlent tout ce qui est pourri dans l'âme humaine. Cette prophétie picéana résonne étrangement avec notre époque contemporaine. Les crises politiques, les conflits sociaux, l'émergence de mouvements extrémistes, tout cela pourrait être interprété comme des manifestations de l'ombre collective que Pike avait prédites. L'humanité semble effectivement traverser une période de chaos et de transformation qui correspondrait aux descriptions picéanas de la transition entre les aéons. Pike mourut le 6 juin 1961 à Kusnacht, emportant avec lui les secrets de ses explorations les plus profondes. Mais il avait transmis à ses disciples et ses écrits un héritage extraordinaire. Une cartographie complète des territoires invisibles de l'âme humaine, des méthodes pour explorer ces territoires en toute sécurité, et une vision prophétique de l'avenir de la conscience humaine. L'influence occulte de Pike dépasse largement le domaine de la psychologie. Ces découvertes ont inspiré des générations de chercheurs spirituels, d'artistes, d'écrivains et de thérapeutes. Des figures comme Joseph Campbell, avec sa théorie du monomythe, ou des mouvements comme la psychologie transpersonnelle, prolongent directement l'héritage Pike. Mais peut-être plus significatif encore, Pike a fourni une explication scientifiquement crédible à des phénomènes que la science officielle préférait ignorer. Il a montré que l'occultisme n'était pas une collection de superstitions primitives, mais l'expression symbolique de vérités profondes sur la nature de la psyché humaine. Sa théorie des archétypes explique pourquoi les mêmes symboles, les mêmes mythes, les mêmes expériences mystiques apparaissent dans toutes les cultures humaines. L'inconscient collectif fournit une base scientifique à l'idée d'une sagesse universelle accessible à travers les états de conscience modifiés. Le processus d'individuation offre une voie moderne vers l'illumination spirituelle, une méthode qui intègre les découvertes de la psychologie moderne avec la sagesse des traditions initiatiques anciennes. Et la synchronicité révèle que l'univers